autre point que je trouve intéressant de partager avec vous, nous avons besoin, pour les talents, de travailler sur des projets complexes. On les embauche pour ça. Et globalement, quand ils partent, c'est parce que le projet s'enlise. On va faire un petit test. Qui dans la salle pense avoir déjà eu une idée qui pourrait changer complètement l'entreprise? Vous pouvez lever la main. Allez, n'ayez pas peur, je suis sûr. Une idée qui vous est venue un jour. Allez, voyez comment le fait d'émulation et d'entraînement. Non, j'y crois pas. OK. Parmi ceux-là, qui considère que l'organisation, le management, l'a aidé à la concrétiser? Merci. Donc, vous prendrez le monsieur qui est là et vous ferez une petite vidéo, s'il vous plaît. On la partagera. Vous voyez ce que je veux vous dire derrière. Évidemment, on peut s'amuser à parler de l'organisation, du management. C'est un acte compliqué que d'organiser et de manager une entreprise parce qu'il n'y a pas de modèle. Il y en a autant que d'entreprises et de personnes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien ce qui se passe dans les projets aujourd'hui. Ce n'est pas la complexité technique qui rend le projet difficile. Ce qui le rend difficile, c'est le terreau qu'il y a autour, la fertilité de l'organisation et sa capacité à aller vite, prendre les décisions qui sont nécessaires. Levier numéro 8, nous avons une approche aujourd'hui méthodologique autour de l'agilité. Alors, dès qu'on parle d'agilité dans l'étude, ça a été très amusant. Ça crée un espèce de buzzword et des effets épidermiques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès qu'on me dit agilité, je me dis « on va me demander d'aller plus vite ». En fait, agilité, dans l'étude, ce qu'on a repéré, c'est que ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est on utilise la méthode agile, soit c'est « faut aller plus vite ». Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans l'étude, il y a une maturité qui est apparue, c'est que les gens disent l'agilité, les personnes qu'on a interrogées nous disent l'agilité, c'est ne pas faire que tout soit processus. C'est se rendre compte qu'il y a des choses dans l'entreprise, on n'est pas obligé de mettre du process, et que ce n'est pas grave. Et que justement, c'est dans cet acte-là, dans ce choix qu'on va faire, dans cette conscience qu'on va faire d'utiliser plutôt l'agilité que plutôt un outil, une méthode ou un processus, qu'il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est un acte que nous avons tous individuellement, chacun d'entre nous. Quand je vais faire un projet, pourquoi j'utilise cette méthode-là? Pourquoi celle-là et pas une autre? Pourquoi je vais faire du design thinking plutôt que d'autres méthodologies? Donc on revient à cette conscience-là, à cette volonté, cette façon de faire qui nous appartient à tous. Créer des cycles courts, avoir une approche beaucoup plus, je dirais, diffuse dans l'entreprise. Le problème, c'est ce qu'on appelle la culture de la planification. Je plaide coupable. Quand je suis prof à côté de mes activités de chez NetExplo, et j'ai formé des armées de gens à la gestion de projet, des armées de gens à la planification des ressources. Cette culture de la planification, elle est nécessaire, mais aujourd'hui, elle est aussi handicapante. Tout n'est pas à planifier, surtout dans l'incertain. Et il va falloir donc arriver à nous contraindre à sortir de ce mode de planification quand c'est nécessaire pour entrer dans un mode beaucoup plus de test and learn, qui nous amène à avoir une phase de conception plus lente, mais plus décisive et plus centrée. En termes d'organisation et d'environnement, l'organisation des entreprises est en train de migrer vers ce qu'on appelle l'organisation apprenante. Ça fait des années qu'on en parle. Le digital est en train d'accélérer ça et c'est attendu. Ce qui est important, c'est le retour d'expérience tout au long des projets, tout au long des opérations. Ce n'est pas uniquement à la fin du projet, quand on a, je dirais, sorti sa solution, qu'il va falloir faire ce travail-là, ce travail d'apprentissage. Et là, je vais vous rappeler une petite chose que j'aime bien. Dans la transformation, il y a deux types de transformation, en fait. Il y a deux phénomènes qui cohabitent. Un premier phénomène qui est la capacité d'adaptation que nous avons à nos environnements, aux projets des collègues, à ce qui se passe à l'extérieur, à la concurrence, à d'autres cieux. Et il y a un deuxième volet qu'on appelle la transgression, c'est-à-dire la capacité à se mettre juste en bordure de la règle et à dire « je vais faire un tout petit peu différent ». À prendre ce vide, prendre cette incertitude et se dire en fait, je vais en faire quelque chose, je vais tenter quelque chose auquel je crois et à être persistant là-dessus. Et la transformation, elle vient de ces deux phénomènes. Elle vient de la capacité de s'adapter
et de la capacité de transgresser. Je vous dirais donc, soyez des rebelles, je ne vais pas me faire aimer en disant ça, mais soyez des rebelles constructifs. La question, c'est la rébellion au bon endroit, c'est-à-dire proposer une autre façon de faire, envisager une autre façon de faire collectivement. On peut retenir aussi de tout cela dans les différentes phrases qui nous ont été données, c'est que l'approche collaborative, elle est essentielle. On ne fait pas bouger une organisation que par des individus ou des managers, on la fait bouger parce qu'une équipe se saisit de ce mouvement organisationnel. Et le digital renforce ça. Pourquoi? Parce que le digital, il s'implique très vite localement et il permet d'avoir une vision globale en même temps. C'est toujours ces deux focus qui vont faire la différence. Dernier levier, et j'en aurai terminé, la logique d'écosystème. Aujourd'hui, elle se fait sous un mouvement interpersonnel. Ce n'est plus un mouvement de contractualisation. Réfléchissez juste à comment vous faites dans l'entreprise quand vous souhaitez aller chercher une solution, une idée. C'est très souvent, je connais quelqu'un qui connaît machin. Et c'est par ces relations interpersonnelles que les choses se font et se dessinent. C'est parce qu'on va aller chercher la bonne personne là-bas qui va se connecter avec la bonne personne ici, que d'un coup, la magie va s'opérer et va fonctionner. Alors c'est compliqué notamment quand on le fait avec l'extérieur de l'entreprise, parce que notre culture du risque, notre culture de la confidentialité, fait que nous voulons tout border au travers d'un contrat. C'est en fait notre culture de la planification, planifier, structurer les choses qui nous amène à faire ça. Or, dans le monde digital, je vous mets au défi de questionner les différentes personnes que vous avez vues et que vous verrez encore aujourd'hui sur est-ce qu'ils avaient planifié toute la route qu'ils avaient faite. Je pense qu'ils n'ont pas de GPS. S'ils en ont un, en tout cas, ça s'appelle leur nez. Je retiendrai aussi cette dernière phrase que j'aime bien. On a fait aussi de l'entreprise peut-être un lieu d'expertise très fort, de valorisation de l'expert. Là où on est dans un monde où la parole est plus libérée, où chacun peut parler, chacun peut échanger sur des tas de sujets. Peut-être que l'entreprise a encore du mal, du fait des silos, du fait de la structure du pouvoir par le savoir, qui est encore très présente, d'arriver à gérer cette fluidité, cet échange entre les différentes personnes. Alors le digital va nous y aider. L'intelligence artificielle qui peut analyser beaucoup plus vite les matchs entre nous, qui peut analyser de l'information beaucoup plus rapidement, etc., seront peut-être des vrais compagnons pour transformer cette organisation. Si je résume tout ce que je vous ai dit, voici la slide résumée, vous me la prendrez par cœur pour demain. 10 leviers, 10 grands leviers d'entreprise que nous avons donc listés, qui sont pour nous, pour Franck et moi, un changement majeur dans ce que nous avons imaginé des organisations depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces thèmes-là, vous allez me dire, c'est pas nouveau, j'ai rien appris. Bien sûr qu'on n'a rien appris, et moi le premier. Par contre, ce que je sais maintenant, grâce à cette étude, c'est que les tendances sont tellement fortes, c'est tellement demandé, que maintenant, ce n'est pas le but de le savoir, c'est de le faire. Il va falloir le mettre en œuvre. Il va falloir se donner l'autorisation de bouger les choses, de faire progresser les entreprises, parce que c'est là que réside la création de cette capacité transformationnelle. Moi, j'appelle ça la culture transformationnelle, c'est-à-dire cette capacité de se régénérer. Et je voudrais vous dire qu'on vous parle souvent de GAFA, qu'on vous présente souvent les GAFA comme des grands modèles. N'oubliez pas que les GAFA, elles ont 10-15 ans. Et j'aimerais bien qu'on se rappelle, chacune de votre entreprise, au bout de 10-15 ans de vie, à quoi elle ressemblait. Aujourd'hui, vous avez une force incroyable. Ce sont les talents que vous avez dans votre entreprise, c'est ce que vous êtes, et c'est l'histoire de vos entreprises. L'histoire de vos entreprises, elle est longue. Elle montre donc que vous avez su, au gré de technologie, vous transformer en tant qu'entreprise. Donc il n'y a pas de raison que dans cette transformation digitale, les grandes entreprises dont nous parlons et qui sont ici présentes aujourd'hui n'aient pas en elles la capacité de se transformer. Ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est que cette capacité transformationnelle, elle ne passe pas par l'organisation, elle ne passe pas par l'individu, elle passe par l'équipe. Le nouveau lieu de ce changement, de ce mouvement, le nouveau c'est déjà très... c'est pour faire mousser, hein, mais le lieu de ce changement et de cette transformation, c'est l'équipe. Donc c'est pour ça, repensez à vos équipes,
repensez avec les gens avec qui vous travaillez et voyez qu'est-ce que vous, déjà, dans ces principes-là, vous pouvez faire évoluer, qu'est-ce qui peut déclencher quelque chose qui fera une petite tache d'huile et qui fera un petit mouvement. Le mouvement, il vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur.